Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler donc de l'atome en secondes. On va parler du modèle atomique qui a pas mal évolué au cours du temps, du noyau, des électrons qui tournent autour et de tout ça. Donc c'est parti. Alors, le modèle atomique, donc c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en fait. On n'a jamais eu toujours l'idée des atomes. Le premier qui a eu cette idée, c'est donc un certain Démocrite en moins 400, qui était grec. Et lui, il a imaginé, en regardant une plage, que la matière, ça pouvait être comme la plage, c'est-à-dire de loin, c'est uni, alors qu'en fait, de près, eh bien, ce sont des petits grains. Et donc, il invente le terme donc d'atomos, qui pour lui donc sont des petites particules qui sont insécables. Atomos, ça veut dire que ça ne peut pas être coupé. Ce sont les constituants de la matière qui sont très petits et qui sont pleins surtout. Et en fait, il les imagine de différentes tailles, de différentes formes et probablement aussi crochus. Comme ça, ils peuvent s'accrocher les uns aux autres. Donc on peut voir parfois des modèles qui nous présentent l'atome de Démocrite avec des crochets comme ça et puis un autre atome à côté qui lui aussi aura ses crochets et ainsi de suite. Okay. Et chaque atome pourrait aussi avoir un nombre de crochets différents. Donc ça, c'est la version de Démocrite, donc en moins 400, mais à la même époque existe un certain Aristote qui lui aussi était grec et lui voit plutôt la matière comme constituée de 4 éléments, les 4 éléments principaux, avec les symboles qui existent. Donc ça, c'est l'eau, ça, c'est le feu, ça, c'est la terre et ça, c'est l'air. Et donc ces 4 éléments combinés forment la matière à toute échelle et ça marche bien, enfin du moins on fait en sorte que ça marche pendant très très longtemps puisqu'il faut attendre donc le 19e siècle et Dalton en 1805 qui lui était donc britannique. Lui, il revoit le modèle puisqu'on est en plein boom de la chimie après Lavoisier qui lui vivait au 18e siècle. Lui, il voit les atomes pleins, donc comme le disait Démocrite, mais pas insécables, mais plutôt séparables. En fait, on pouvait les portionner pour faire des réactions chimiques. Ainsi, un demi-oxygène plus un demi-carbone, ça faisait du dioxyde de carbone, enfin du gaz carbonique, comme on disait à l'époque. Et ça, c'est le modèle donc dit de boule de billard. C'est le modèle qui est souvent retenu par les gens, mais c'est pas celui-là le modèle qu'on va étudier. Non, nous, on s'en approche petit à petit, on attend 92 ans, et Thomson, en 1887, qui lui aussi est britannique, eh bien, il découvre l'électron, et il change le modèle. Donc, puisque l'électron a été découvert, il existe, c'est une particule qui est négative, qui est très légère, eh bien, on sait qu'il y en a dans les atomes, donc il faut l'intégrer au modèle atomique. Donc, lui, c'est un modèle un peu plus complexe, où on a une sphère positive, avec un noyau donc, qui, lui, est positif. Dessus, il y a collé des électrons qui se déplacent d'ailleurs sur la sphère, qui eux sont négatifs, collés dessus. Du coup, ça nous fait un ensemble qui est bien neutre. C'est surtout ça qui est important, parce que l'atome est neutre. Ça, on le sait depuis longtemps. Ça, c'est le modèle qu'on appelle le modèle cake au raisin, ou plum pudding, en version originale. Donc là, on est au tout début du XXe siècle, c'est le modèle en cours, mais ça marche bien, mais ça marche pas encore super bien. Et donc du coup, on a quelqu'un d'autre qui arrive et qui nous sort le modèle qu'on va étudier. Donc ce quelqu'un, c'est Ernest Rutherford, qui était donc lui néo-zélandais pour information, et qui en 1911, à la suite d'une expérience, qu'on appelle l'expérience de Rutherford, il utilise des particules alpha et il bombarde une feuille d'or. Cette feuille d'or bombardée, on remarque que les particules alpha vont passer à travers. Elles passent totalement à travers la feuille. Quelques-unes reviennent, mais alors rares, donc reviennent à la source. Et d'autres, quelques-unes, elles vont être déviées. Donc ce qu'on peut en déduire à partir de ces 3 observations qu'a fait Rutherford, c'est très simple, c'est-à-dire que si on peut passer à travers, c'est-à-dire que l'atome est constitué principalement de vide, donc l'atome est constitué de vide, on peut aussi dire que si il y a quelques-unes qui reviennent à la source, c'est-à-dire qu'au centre, il y a un noyau, et puis si ce noyau qui est au centre, et qui est donc dur et qui fait revenir les atomes à la source, enfin les particules alpha, pardon, à la source, eh bien, ça veut dire que s'il y en a quelques-unes qui elles sont déviées, ça veut dire que ce noyau est positif. Voilà.
Le noyau, lui, est positif parce que les particules alpha sont positives et plus, quand ça rencontre plus, eh bien ça se repousse. Donc la définition que nous donne Rutherford pour le noyau, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire. Eh bien ce modèle planétaire nous dit que l'atome il est électriquement neutre, ça c'est important mais ça n'a pas changé depuis le début, qu'il est constitué d'un noyau central, donc au centre il y a un noyau chargé positivement, c'est lui qui est positif, on verra comment, autour duquel sont en mouvement des électrons qui eux sont chargés négativement. Okay. Et ça c'est le fameux modèle planétaire. C'est celui qu'on étudie en seconde. Alors bien sûr, il existe d'autres modèles plus récents, plus exacts. Enfin, un modèle, il est exact dans les limites qui lui sont imposées. Et donc ces autres modèles, il y a le modèle de Bohr, de Planck, de Schrödinger, qui vont avoir des utilités selon ce qu'on fait avec les atomes. Mais nous, en seconde, on va utiliser le modèle planétaire. C'est peut-être ce modèle-là qu'on va définir ce qu'est le noyau. Donc le noyau, eh bien, le noyau, il est constitué de deux types de particules, enfin d'un seul type de particules, il est constitué de deux particules. À l'intérieur, on trouve des protons, alors qui sont souvent en rouge, mais on peut le trouver d'autres couleurs, bien sûr, et en bleu, enfin ici, donc l'autre particule, ce sont les neutrons. Et cet ensemble, donc, de protons plus de neutrons, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Donc les nucléons, ce ne sont pas un nouveau type de particules, c'est l'ensemble protons et neutrons qu'on appelle les nucléons. C'est une famille, en gros. Donc on a les nucléons, qui est le nom de famille de ceux qui constituent le noyau, et à l'intérieur, eh bien, on a le papa et la maman, si vous préférez, pour vous donner une idée que c'est la même chose. Les nucléons, c'est l'espèce humaine, les protons, les hommes, et les neutrons, les femmes, par exemple. On va tirer deux nombres de ça. En fait, les protons, on dit qu'il y en a un certain nombre, c'est Z. Et les nucléons, on dit qu'il y en a un certain nombre, c'est A. En fait, on ne compte pas le nombre de neutrons, puisque si on a le nombre de nucléons et le nombre de protons, on peut avoir le nombre de neutrons assez facilement. Donc Z, c'est ce qu'on appelle aussi le numéro atomique. C'est lui qui va donner le nom de l'atome. Voilà, donner le nom. Donc par exemple, pour Z égale à 1, c'est l'hydrogène, pour Z égale à 2, c'est l'hélium, et ainsi de suite. Et A, c'est le numéro de masse, et c'est lui qui va donner la masse de l'atome. Voilà, tout simplement. Donc, si on a un A est égal à 4, on saura que si on prend un certain nombre d'atomes, on aura 4 grammes. On retient d'autres choses au niveau du noyau, c'est que les protons et les neutrons, ils ont la même masse, et cette masse, elle est vraiment très petite, puisque c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Alors, c'est pas forcément à savoir, mais il faut se donner une idée, surtout de l'ordre de grandeur, donc 10 puissance moins 27 kg. Donc, on est au milliardième, 2 milliardième, 2 milliardième. Voilà, tout simplement. 2 kg. Donc, c'est-à-dire qu'il en faut 1 milliard d'un milliard d'un milliard, 1 milliard, 2 milliards du milliard, pardon, pour avoir 1,67 kg. Les neutrons, eux, ils n'ont pas de charge, ils ont par contre la même masse que les protons, hein. Et les protons, puisque ce sont les protons, ce sont eux qui ont une charge qui est positive et dont la valeur est 1,60 10-19 coulombs. Coulomb, c'est l'unité pour la charge. Voilà, on la retrouve dans le volt et dans l'ampère, mais ça, c'est une autre histoire. Et si on regarde bien, à partir de là, étant donné que le noyau est constitué donc de Z protons et un certain nombre de neutrons, la charge totale du noyau, ça va être assez logiquement, donc la charge totale du noyau, on va la noter Q, parce que les charges, ça se note Q, et c'est égal à Z fois E, c'est-à-dire le nombre de protons fois la charge de chacun des protons, ce qui est assez logique. On peut se faire un petit exemple rapidement, c'est le genre d'exercice qu'on peut vous donner, on vous donne la charge totale d'un noyau, 3,20 moins 18 coulombs, il faut en déduire le nombre de protons, donc on fait, Z, c'est égal à Q divisé par E, puisque Q est égal à Z fois E. Donc du coup, on en déduit que Z, c'est égal à 3,20 fois 10 puissance moins 18, divisé par 1,60 fois 10 puissance moins 19, ce qui nous donne 20. Donc on a 20 protons dans ce noyau. Voilà, c'est l'atome de calcium. Ensuite, qui tourne autour du proton et des protons et du noyau en particulier, les électrons. Les électrons, eux, ils sont en mouvement autour du noyau. Ça, c'est assez simple. La masse de l'électron, c'est 9,1 10 moins 31 kg. Encore une fois, pas besoin de connaître sa valeur exacte, mais au moins avoir une idée, donc c'est 10 puissance moins 31 kg, ça c'est pas mal, enfin, du coup on est à 10 puissance moins 30 kg, si on fait l'ordre de grandeur.
Et ce qu'on doit savoir, c'est que la charge de l'électron, c'est moins E, c'est-à-dire moins 1,70-19 coulombs, la charge opposée du proton. Et en fait, si on fait un rapport de force, si on fait la masse du nucléon divisée par la masse de l'électron, eh bien on se rend compte que c'est environ égal à 2000. Ça veut dire que l'électron, eh bien, sa masse est négligeable, a une masse négligeable, puisqu'il nous faudrait 2000 électrons pour faire la masse d'un nucléon. Et autant dire qu'on n'a aucun atome avec 2000 électrons. Et d'autre côté, ce qu'on sait, c'est que l'atome étant neutre, eh bien, la charge de l'électron étant négative, ça vient au fait que on aura autant de protons que de électrons. Autant de protons que d'électrons. Ce qui est important. Donc, on va se retrouver avec, logiquement, pour un atome, Z électrons. Si on a Z protons, on a Z électrons. Si on a 2 protons, on a 2 électrons. Voilà. On finit par les dimensions. Alors les dimensions, c'est assez rapide. Tout ce qu'on doit savoir, c'est qu'un atome, par exemple, ça fait 10 puissance moins 10 mètres, hein, à peu près. Bon, on prend un petit atome. Le noyau de cet atome-là, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc ce qu'on remarque au final, c'est que l'atome, eh bien, il est 100 000 fois plus grand. Il est 100 000 fois plus grand que son noyau. Plus grand que son noyau. Ce qui est énorme. Si on se fait un exemple à taille un peu plus humaine, si le noyau, par exemple, c'est une balle de tennis, soit à peu près donc 6 cm de diamètre, eh bien l'atome, ça sera le mont Kilimandjaro, soit à peu près 6000 mètres, ce qui est énorme. C'est s'imaginer qu'on aurait un noyau d'une balle de tennis au milieu d'une montagne de la hauteur du Kilimandjaro pour atome. Voilà pour cette vidéo.